J'étais encore sous le choc quand je suis entré dans le bureau de Cheryl. L'hôpital avait appelé ce matin-là. Mon père était parti. Insuffisance cardiaque, sans avertissement, juste parti. J'ai franchi le seuil de la porte, sachant déjà que j'allais devoir demander quelque chose qu'elle ne voudrait pas donner. Cheryl était assise derrière son immense bureau comme toujours, tapant comme si son clavier lui devait de l'argent. « Salut », dis-je en m'éclaircissant la gorge. « J'ai besoin de quelques jours de congé. Mon père est décédé ce matin. L'enterrement est dans l'Indiana, donc j'aurai besoin de 4 jours. » Elle ne m'a même pas regardé, a continué de taper. « Tu peux en avoir 2, dit-elle sèchement. J'ai cligné des yeux. C'est 9 heures de route dans chaque sens. Elle a finalement levé les yeux. Pas une once de compassion. « Tu peux y assister virtuellement. » Je l'ai fixé, pas sûr d'avoir bien entendu. C'est mon père. Il m'a élevé seul depuis mes 10 ans. Je ne vais pas regarder ça sur Zoom. Cheryl s'est renversée dans sa chaise et a soupiré comme si je la dérangeais. Alors tu devras choisir. Nous sommes en plein milieu de la migration Norland. Tout le monde doit être présent. Ça m'a frappé plus fort que je ne le pensais. J'avais donné 3 ans à cet endroit. Construit tous les processus sur lesquels il comptait. Travaillé tard. Venu malade. Couvert les erreurs des autres. Sérieusement, dis-je, la voix serrée. Je n'ai jamais pris un jour de maladie. Jamais rien demandé. Elle haussa les épaules. C'est le business. Nous faisons tous des sacrifices. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elle tremblait. Pas de tristesse, de rage. Très bien, ai-je dit calmement. 2 jours. Elle s'est tournée de nouveau vers son écran comme si je n'existais déjà plus. Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus, mais ma tête bourdonnait. Ma poitrine était serrée. J'ai fait la moitié du chemin dans le couloir vers mon bureau, passant devant les mêmes cubes gris où j'avais passé plus de 1000 jours. Et c'est là que quelque chose s'est fissuré en moi. Pas fort, pas dramatique, juste définitif. Petite note avant de commencer. Comment va ta journée? Et d'où me rejoins-tu? Je n'avais pas l'intention de regarder en arrière, mais je l'ai fait. Je me suis retourné et j'ai regardé ce couloir comme si je le voyais pour la première fois. Les faux sourires, les yeux à moitié morts, les affiches sur le travail d'équipe qui se décollaient des murs. J'ai continué à marcher, mais pas vers mon bureau. Directement dehors. Je suis resté un moment dans ma voiture avant de rentrer chez moi. Les lampadaires du parking bourdonnaient au-dessus de moi comme pour me rappeler que j'avais encore un choix, mais je n'en avais pas. Pas vraiment. Je savais déjà ce que j'allais faire. À l'intérieur de mon appartement, tout était immobile. J'ai laissé tomber mon sac, enlevé mes chaussures et je suis resté là dans le noir. L'horloge sur la cuisinière indiquait 23h47. Je ne me suis même pas assis tout de suite. J'ai juste marché jusqu'à ma chambre, me suis allongé sur le dos et j'ai fixé le plafond comme s'il pouvait me dire ce qui venait de se passer. Papa était parti, et pas une seule personne de ce bureau ne serait là quand nous l'enterrions. À 2h30 du matin, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à distance. Je l'avais fait 100 fois avant, pendant les vacances, les week-ends, les nuits où les autres étaient trop paresseux pour réparer leurs propres bêtises. Mais cette fois, c'était différent. Je suis allé directement dans mes dossiers, pas les fichiers de l'entreprise. Je n'ai pas touché aux données clients ou aux projets qui ne m'appartenaient pas. J'avais ma propre réserve, des trucs que j'avais construits de zéro juste pour que la machine continue de tourner quand personne d'autre n'en avait rien à faire. Manuel d'intégration, fiche de dépannage spécifique aux clients, structure d'appel API que j'avais documentée moi-même parce que personne d'autre ne savait comment elle fonctionnait. Note des tentatives échouées, version corrigée, extrait de code nettoyé, sauvegarde de configuration. La plupart du temps, je les avais créés sur mon temps libre. Le reste en comblant des vides que personne d'autre ne se donnait la peine de remplir. Et maintenant, je les reprenais. Pendant que je travaillais, je me souvenais de Cheryl me disant que je devais choisir. Ouais, j'ai choisi. J'ai commencé à compresser les fichiers, crypter les dossiers, exécuter des scripts de contrôle. Mes doigts bougeaient par réflexe, mais ma tête était ailleurs. Je pensais à papa dans le garage me montrant comment utiliser correctement une perceuse. Si tu construis quelque chose, disait-il, construis-le comme si ça devait te survivre.
C'est ce que j'avais fait au travail, et aucun d'eux n'en avait quelque chose à foutre. À 6 heures, j'avais effacé chaque dernière version des disques partagés. Parti. Supprimé du système, remplacé par un seul fichier texte. Documentation supprimée par l'auteur original. Aucune sauvegarde disponible. Puis j'ai ouvert un nouvel email. Objet, démission formelle. Effective immédiatement. Pas de long discours. Pas de merci pour l'opportunité. Juste 2 courts paragraphes. J'ai attaché ma lettre de démission, appuyé sur envoyer, fermé l'ordinateur portable et fait mon sac. Je n'ai même pas regardé mon téléphone. Il a commencé à vibrer vers 6h30, probablement l'équipe du matin qui remarquait les fichiers manquants. J'ai éteint. À 8h10, j'étais à l'aéroport, dans la file d'attente, capuche relevée, sac à dos sur une épaule, billet pour Indianapolis dans ma poche. L'agent de la porte m'a à peine regardé. Je m'en fichais. Pour la première fois en 3 ans, je sentais que je ne faisais pas semblant. En embarquant, quelqu'un derrière moi dans la file se plaignait de son siège. Je voulais me retourner et dire, au moins, ton père respire encore, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à marcher. Siège du milieu, rangée serrée, pas de place pour les jambes. Peu importait. Je rentrais à la maison. J'ai regardé par la fenêtre au décollage, sans penser au boulot, ni à Cheryl, ni à Al, ni à aucun d'eux. Mon esprit était à la chapelle de Bloomington. À la boîte de café où mon père gardait des boulons. À l'odeur de teinture pour bois. À la façon dont il sifflait toujours en travaillant. Comme si le monde était un peu moins brisé tant qu'on restait assez occupé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas. Mais je n'avais pas peur. Nous avons atterri juste après 14 heures. Dès que les roues ont touché la piste, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est allumé comme un sapin de Noël. 19 appels manqués, principalement de Al et Cheryl. Les messages vocaux commençaient à arriver avant même que l'écran de verrouillage n'apparaisse. J'ai écouté le premier. « Salut, c'est Al. On a remarqué que certains fichiers ont disparu. Peux-tu m'appeler à ton arrivée ?» Le deuxième. « Ton sec de Cheryl, nous faisons remonter ça en interne. Si c'était accidentel, merci de clarifier immédiatement. » Le troisième, un vrai bijou. Al encore, ce n'est pas ainsi que les professionnels gèrent les choses. J'ai ricané et remis le téléphone dans ma poche. C'était fort, venant d'un type qui avait déjà oublié de prévenir un client que son contrat se renouvelait automatiquement pour le double du tarif. J'ai récupéré ma voiture de location, une Ford Focus bleue poussiéreuse qui sentait la malbouffe et la tristesse, et j'ai pris la route vers le sud, en direction de Bloomington. Plus je m'éloignais de la ville, plus il devenait facile de respirer. La maison de papa était exactement comme dans mon souvenir. Basse, en briques, toit en pente, lumière du porche qui vacillait quand le vent soufflait bien. J'ai franchi le seuil et j'ai été frappé par l'odeur de sueur, de vieux livrets de café noir. Comme si le temps ne l'avait pas touché. Ses bottes étaient encore près de la porte. Une tasse était posée sur le comptoir de la cuisine, à moitié pleine, comme s'il venait juste de sortir une seconde. Je suis resté là, main sur le chambranle, respirant tout ça. Cette nuit-là, je suis resté dans le garage, assis à l'établi pendant que le chauffage ronronnait dans le coin. J'ai commencé à fouiller dans les vieux tiroirs, serre-joints, ciseaux à bois, petits tournevis. Dans l'armoire du bas, j'ai trouvé une boîte métallique pleine de cartes de baseball, attachées par des élastiques, comme il les gardait toujours. Il n'a jamais collectionné pour l'argent. Il disait que les statistiques racontaient de meilleures histoires que les visages ne le pourraient jamais. Mon téléphone a vibré de nouveau. Je n'avais même pas besoin de regarder. D'aimer maintenant. Le premier, de Cheryl. Objet, accès urgent à la documentation requis aux perturbations clients. Le deuxième, suivi nécessaire migration incomplète. Le troisième est arrivé de Al, des heures plus tard, pouvons-nous programmer un bref appel demain? Je voudrais discuter de ta situation et des funérailles de ton père. Drôle de voir à quelle vitesse ils avaient appris son nom. J'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé « Demain à 14 heures, me convient. J'enverrai l'invitation. » Aucune formule de politesse. Aucune émotion. Juste du business. Je l'ai fixé exactement à 14 heures, en plein cœur de leur échéance de migration Norland. Je savais ce que cette heure signifiait pour eux.
J'ai fermé mon ordinateur portable et regardé autour de moi. Le garage était silencieux, à part le doux ronronnement du chauffage et le craquement occasionnel des vieilles poutres. C'était plus vivant que n'importe quel bureau où j'avais travaillé. Je me suis adossé dans le vieux fauteuil de papa, les pieds posés sur l'établi, et j'ai regardé mon téléphone vibrer encore. Il paniquait. Bien. Maintenant, il pouvait ressentir ce que ça faisait de perdre la seule personne qui tenait tout ensemble. Le lendemain matin, j'ai préparé une cafetière dans le vieux mug ébréché, Monsieur Fixit, de papa et posé mon ordinateur sur la table de cuisine. La même table où je mangeais mes toasts avant l'école. La même vue sur le jardin où papa m'avait appris à tondre en ligne droite. À exactement 13h59, j'ai cliqué sur le lien de réunion. Le visage de Hal est apparu en premier, les yeux rouges, le col de travers comme s'il n'avait pas dormi. Cheryl s'est jointe ensuite, les cheveux tirés comme toujours, la bouche déjà crispée. Puis une troisième fenêtre s'est ouverte, une femme avec des lunettes, qui avait juridique écrit sur son visage. D'abord, Hal parla d'une voix lente et posée. « Nous sommes vraiment désolés pour ton père. » Je n'ai pas répondu. Il a attendu, puis a jeté un coup d'œil à Cheryl. Elle a enchaîné. « Nous avons besoin d'accéder à ta documentation. La migration s'effondre sans elle. » J'ai penché la tête. « Ma documentation ? Tu l'as construite sur le temps de l'entreprise. » La femme du service juridique a pris la parole. « C'est considéré comme produit de travail. » J'ai ri, bref et froid. « Tu veux dire les scripts que j'ai faits après les heures ? Les guides que j'ai construits parce qu'aucun budget de formation n'a été approuvé ? Les notes que j'ai rédigées juste pour ne pas être blâmé quand elle oubliait une réunion ? Ça ne change rien au fait que c'est propriétaire, dit légal. Non, ai-je dit. Ça ne contient aucune donnée client, aucun code source, aucune API interne. Ce sont des outils. Mes outils, construits parce qu'on m'a laissé me débrouiller seul, et j'ai choisi de ne pas me noyer. Cheryl se pencha en avant. L'équipe Norland ne peut pas terminer la migration. Les fonctions de reporting sont mortes. Les clients demandent où sont leurs tableaux de bord. Je bus une gorgée de café. On dirait un problème de personnel. Elle se frotta le front. Écoute, je comprends que tu sois en deuil, mais nous avons vraiment besoin d'une solution ici. J'ai hoché la tête. J'en ai une. Je ne réintègre pas l'équipe. Je ne rétablis rien. Mais je peux consulter. Les yeux de Cheryl se sont plissés. Pardon ? 3 cents de l'heure, 20 heures minimum, payées d'avance. J'accompagnerai vos équipes, je répondrai aux questions et je vous aiderai à franchir la ligne d'arrivée. C'est du chantage, lâcha Cheryl. J'ai haussé les épaules. C'est l'offre et la demande. Hal prit la parole. Nous ne pouvons pas approuver ce genre de dépenses sans passer par la finance. Alors parlez à la finance, dis-je. Parce que l'horloge tourne, et Norland ne va pas attendre pendant que vous tâtonnez avec des sauvegardes qui n'existent pas. Le service juridique resta silencieux, tapant sur son clavier. Aussi, ajoutai-je, je ne travaillerai pas selon votre emploi du temps. Je m'occupe de la succession de mon père cette semaine. Les appels sont limités à 2 heures par jour. Vous aurez le créneau que je vous donnerai. Silence. Cheryl semblait prête à exploser, mais elle hochait déjà la tête. Peux-tu envoyer un accord formel, demanda-t-il. J'enverrai les conditions. Une fois que je verrai les fonds, nous programmerons le premier appel. Elle hocha de nouveau la tête, comme si ça lui faisait physiquement mal. Nous allons l'accélérer. Le service juridique prit enfin la parole. Merci de ne pas supprimer d'autres documents liés à l'entreprise. Il n'y a plus rien à supprimer, répondis-je. Vous êtes déjà debout dans le cratère. J'ai mis fin à l'appel. Aucune culpabilité, aucun doute. Juste du calme. Le genre de calme qu'on ressent quand on arrête de s'expliquer à des gens qui ne se sont jamais souciés de toi. Le jeudi matin arriva brutalement. J'ai enfilé une chemise noire froissée qui sentait encore vaguement le garage de papa. Je n'ai pas pris la peine de la repasser. Lui ne l'aurait pas fait. La chapelle était la même que celle où nous avions enterré maman. Même vitraux, même banc grinçant, même tapis qui donnait toujours l'impression d'être légèrement humide, peu importe le temps. Maintenant, c'était le tour de papa. Je me tenais près de l'avant, les mains dans les poches, tandis que les gens entraient.
de vieux voisins, ses potes du collège communautaire, quelques gars du VFW. Ils n'étaient pas habillés de manière chic, mais chacun d'eux était venu. « Ton père m'a aidé à réparer mon chauffe-eau pendant une tempête de neige », dit un homme en me tapant l'épaule. « Il a refusé que je le paie », ajouta un autre. Même sa coiffeuse est venue, tenant une petite boîte de biscuits au sucre. Il détestait se faire couper les cheveux, dit-elle en riant. Mais il m'apportait toujours une tarte en juillet. Je n'ai pas beaucoup parlé, juste hoché la tête, serré quelques personnes dans mes bras, absorbé tout ça. Puis j'ai vu Monsieur Banet, mon prof d'atelier du lycée, descendre l'allée. Les mêmes grosses lunettes, la même démarche raide. Il m'a serré dans ses bras comme si j'avais encore 17 ans. « Ton père n'a jamais cessé de se vanter de toi, dit-il, la voix chargée. Chaque fois que je le voyais, c'était « Mon gamin a construit tout ce foutu système tout seul. Tu étais tout son monde. » Ma gorge s'est serrée. J'ai juste hoché la tête. Impossible de sortir un mot. Le service fut simple. Quelques prières. Un cantique que papa aimait. Un gars du collège a fait un bref éloge funèbre, racontant comment papa réparait toujours les distributeurs automatiques quand le service technique ne le faisait pas. Ce n'était pas fleuri. Ce n'était pas long. Mais c'était vrai. Après, je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone et vu le nombre. 27 appels manqués. Je l'ai remis dans ma poche sans même lire les noms. Je suis allé derrière, vers l'abri de jardin. Sur l'établi reposait un petit pendentif en bois. Encore brut sur les bords, à moitié poncé, le trou de la cordelette pas encore percé. Je l'ai pris, l'ai tourné dans ma main. Il l'avait fabriqué pour moi. Je me souvenais qu'il m'avait montré le design un mois plus tôt. Il avait dit que c'était du noyer, coupé dans le jardin de tante June. J'ai attrapé du papier de verre et me suis mis au travail. Pas vite, pas soigneusement, juste avec constance. Je ne me sentais pas fier, ni satisfait, ni justifié. Je me sentais juste clair. Le vendredi matin, j'étais de retour à la table de cuisine de papa. Café dans une main, ordinateur ouvert, écouteurs dans les oreilles. L'appel avec Norland a commencé à 9h précises. Toute leur équipe était là, plus Al, Cheryl et un type que je ne reconnaissais pas, qui avait l'air de n'avoir pas dormi depuis 3 jours. Al s'éclaircit la gorge. Nous avons dû reporter la présentation. Norland n'était pas content. Je bus une gorgée de café. Ça ressemble à un problème. Cheryl intervint. Nous devons régler ça maintenant. Il menace de se retirer. J'ai hoché la tête. Alors commençons. J'ai partagé mon écran et les ai guidés ligne par ligne, erreur par erreur. Lien API cassé, requête échouée, script de rapport mort qu'ils avaient essayé de rafistoler avec des copier-coller. Un processus avait été mal configuré depuis 3 mois. Je l'avais signalé en janvier. Personne n'y avait touché. Al essaya d'accélérer les choses. Pouvons-nous passer les antécédents et juste? Non, les jeux coupés. Vous payez pour de la clarté. Vous aurez de la clarté, pas des raccourcis. Il s'est tu. J'ai continué, répondant à leurs questions une par une. Je n'ai pas édulcoré. Je n'ai pas adouci le ton. Cette partie est cassée parce que quelqu'un a supprimé la logique de secours. Ce rapport échoue parce que la connexion à la base de données expire 1 fois sur 3. Je vous l'ai dit en décembre, voilà ce qui arrive quand vous comptez sur du ruban adhésif et des rustines. À mi-parcours, plus personne ne discutait. Il hochait simplement la tête, tapait furieusement, semblant être des gens essayant de reconstruire un avion en plein vol. 1h47 plus tard, j'ai clos la session. Al se pencha. Nous apprécions ton aide. C'était nécessaire, ajouta Cheryl. Nous aurons besoin de toi lundi pour finaliser le reste. J'ai secoué la tête. Pas dans notre contrat. Mais nous avons encore des questions, dit-elle. Norland aussi. Alors mettez-les par écrit. Attends, dit Al. Tu es en train de dire que tu n'es pas disponible lundi? Je serai au bureau de l'avocat de mon père lundi matin. Priorité. Ils avaient tous deux l'air stupéfaits, comme s'ils avaient oublié que tout ça arrivait parce qu'ils n'avaient pas pu m'accorder 4 foutus jours au départ. Cheryl essaya de sauver la face. Eh bien, préviens-nous simplement quand tu seras disponible. J'ai cliqué sur quitter la réunion. C'était ça,
la beauté d'être prépayé. Je ne leur devais pas une seule seconde de plus. Le mardi après-midi, je me suis connecté à ce qui devait être l'appel final. Pas de salutations, pas de bavardage. Juste leur visage, comme s'ils sortaient tout droit d'un accident de voiture. Elle avait l'air détruit, cheveux ébouriffés, cravate desserrée, voix basse. La démo s'est mal passée. Norland est furieux. Cheryl n'a même pas essayé de le cacher. Il nous donne 2 semaines de plus pour réparer. Après ça, ils partent. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Nous avons parcouru le dernier lot de questions, ajustement de script, problème de synchronisation de données, un rapport qui continuait, d'une façon ou d'une autre, à afficher les chiffres de mars pour chaque mois. J'ai gardé un ton neutre, calme, clair, professionnel. Il demandait, je répondais, rien de plus. À la fin, elle a jeté un coup d'œil hors écran, puis de nouveau vers moi. Avant de conclure, il y a une dernière chose. Voilà, ça arrive. Il s'éclaircit la gorge. Nous avons discuté en interne, et nous aimerions te faire une offre. Une vraie. Cheryl intervint avant que je ne puisse répondre. Un poste de directeur à distance. Tu dirigerais ta propre équipe. Nous embaucherions 3 personnes sous toi pour commencer. Tu relèverais directement de Hal. Elle hésita. Augmentation de 50%. Elle ajouta, tu participerais désormais aux appels de planification exécutive. Une place complète à la table. La ligne devint silencieuse. J'entendais battre mon propre cœur. Pas de nervosité, juste de la colère qu'il ait fallu autant de temps. Je les ai regardés tous les deux. Leur visage disait tout. Ce n'était pas de la gratitude. C'était du désespoir. Je me suis adossé à la chaise. Vous ne proposez pas ça parce que je l'ai mérité. Vous proposez ça parce que vous avez peur. Elle tenta de protester. Ce n'est pas. J'ai levé une main. Ne commence pas. Vous avez eu 3 ans. J'ai toujours été utile, mais jamais vous ne m'avez traité comme si j'avais de la valeur, jusqu'à ce que tout explose. Cheryl baissa les yeux, silencieuse. J'ai enterré mon père la semaine dernière, dis-je. Et votre première réaction a été d'exiger l'accès à mon travail, pas de demander si j'allais bien. Maintenant vous voulez me promouvoir? Elle expira lentement. Nous essayons de faire ce qu'il faut pour toi maintenant. J'ai esquissé un demi-sourire. Trop tard. Est-ce qu'il y a une version de cette offre que tu envisagerais? Demanda-t-il. Non, ai-je dit. Parce que ce n'est pas une question de titre ou d'argent. C'est le fait que j'ai dû tout vous retirer pour que vous me remarquiez. Cheryl murmura, nous ne nous en étions pas rendus compte. Vous n'avez pas voulu vous en rendre compte, ai-je coupé. Laissez ça, la différence. Un long silence. Je l'ai laissé planer. Puis j'ai cliqué sur quitter la réunion. Net. Définitif. Papa disait toujours que les gens ne montrent leurs cartes que lorsqu'ils sentent la pression. Il avait raison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un mail de Cameron, de la finance. Objet, mise à jour sur Norland. Je l'ai ouvert sans réfléchir. Norland s'est retiré. 3 autres clients réévaluent. Juste penser que tu voudrais le savoir. Pas de bonjour. Pas de signature. Juste ça. J'ai fixé l'écran une seconde. Je ne me suis pas senti satisfait. Pas désolé non plus. Juste. Ils avaient parié sur le fait de prétendre que j'étais remplaçable. Et maintenant, la facture était arrivée. 1 mois plus tard, j'ai rejoint une petite boîte à Columbus. 10 personnes en tout. Pas de couche de hiérarchie. Lors du 2e appel, le PDG m'a demandé, comment tu tiens après la perte de ton père? Pas, que peux-tu faire pour nous? Pas, à quelle vitesse peux-tu commencer? Juste ça. J'ai pris mon temps pour l'intégration. Ils m'ont dit, la famille d'abord. Le travail vient après, sinon ça ruine les deux. C'était comme respirer de l'air frais après des années à avaler de la poussière. 6 mois ont passé. Je m'étais installé, je dormais enfin des nuits complètes. Garage rangé. Atelier de papa réorganisé. C'est alors que je l'ai vu. Un message sur LinkedIn de Hal. Je sais que j'ai mal géré les choses. J'essaie de changer.
Tu avais raison sur toute la ligne. Ton père avait l'air d'un homme remarquable. Je l'ai regardé un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais pour décider si ça valait le coup. J'ai finalement tapé, il était remarquable. Merci de le reconnaître. C'était tout. Pas de rancune, pas de second round, juste une fermeture. Ce soir-là, j'ai posé le pendentif en bois sur mon bureau. Noyé, désormais lisse. Je l'avais terminé il y a 2 mois, comme il l'aurait fait. Pas parfait, mais solide, comme lui. Parfois, le geste le plus fort n'est pas de tout réduire en cendres. C'est de partir avec tout ce qu'ils n'avaient jamais réalisé qu'ils avaient besoin, et de les laisser dans le silence que tu as laissé derrière toi. Commentaire Madame Reddit. L'impressionnant comme l'entreprise n'a découvert sa valeur qu'au moment où le château de cartes s'est effondré. 3 ans à le traiter comme un jetable, mais il a suffi de perdre les fichiers et presque un contrat millionnaire pour sortir la promo, l'augmentation et les grands sourires. C'est presque attendrissant de voir leur désespoir tenter de transformer de l'exploitation en reconnaissance. Dommage que le respect ne se corrige pas dans un tableau Excel,